à la fin. Voilà, donc on a lancé l'enregistrement puisqu'il n'y a pas une manifestation donc, contre. Merci beaucoup. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est maintenant de démarrer le webinaire, hein, et de commencer avec l'intervention de Patricia Delia, qui est notre chargée de mission, donc RSE de la région Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Donc, je suis effectivement chargée de mission RSE au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté et je coordonne les programmes d'action et les événements RSE en lien avec le réseau régional RSE qui a été créé il y a 4 ans et qui est composé de différents acteurs institutionnels et acteurs socio-économiques, parmi lesquels France Qualité Performance. Ensemble, nous organisons des événements, y compris sur les territoires, des visites d'entreprise pour valoriser les stratégies RSE. Nous organisons également des conférences et nous accompagnons aussi les entreprises dans leur démarche RSE. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'appeler. J'en profite pour remercier les entreprises qui vont témoigner aujourd'hui sur leur engagement sociétal, qui est un axe fort de la RSE également. Et je remercie les organisateurs, bien entendu, Virginie Taupeneau et France Qualité Performance, et pour l'intérêt de ce sujet qui est de plus en plus important dans les entreprises et donc parmi les acteurs et les partenaires. Voilà. Je vais laisser la parole à Virginie. Merci Patricia. Oui, en fait, on a, alors juste pour présenter le club entreprise et mécénat en Bourgogne-Franche-Comté, notre rôle est d'informer et de sensibiliser les entreprises de notre territoire à la pratique du mécénat et bien sûr de les accompagner par un partage d'expériences, par la mise en place d'actions concrètes, notamment par l'intermédiaire de notre fonds de dotation qui permet de mener une action de mécénat de manière collective et sécurisée. Nous avons ce partenariat avec FQP et puis représenté par Corinne lorsqu'elle était présidente. Ce partenariat, depuis très longtemps, nous sommes convaincus au niveau du club entreprise et mécénat, ça fait plus de 10 ans, on est créé depuis 2009, que le mécénat est partie intégrale, et d'ailleurs depuis la loi de 2003, que le mécénat en milite est partie intégrale de la responsabilité sociétale, un moyen de traduire son engagement sociétal, d'où l'accord immédiat d'Éric Boudier de nous accueillir dans ses locaux. Alors déjà, on vous prévient, nous sommes dans ces locaux, c'est une entreprise, il y a un atelier, donc vous allez peut-être entendre des bruits de fond, c'est tout simplement l'atelier qui se situe à côté de la salle de réunion. Voilà. Et dans les témoignages que vous allez avoir, on va laisser des entreprises, c'est à la fois des entreprises qui pratiquent du mécénat et qui sont engagées sociétalement, dans le cas de l'RSE, vous verrez selon différents choix de RSE, mais ce lien, on l'a trouvé très très fort dans ces entreprises et on les remercie parce que l'activité est importante aujourd'hui, donc pour leur disponibilité, et on a voulu avoir les témoignages croisés alors d'une PME, d'une très belle PME familiale qui a fêté ses 225 années, et c'est intéressant de voir qu'une PME peut aussi s'engager dans la RSE et dans le mécénat. Une entreprise de taille intermédiaire avec Géotech, et on le rappellera, mais qui était membre fondateur du club, et puis une direction régionale d'une grande entreprise avec la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté qui est aussi très engagée, et on se rend compte aussi que nos grandes entreprises servent de locomotive aux PME, aux TPE. Voilà, donc on va vous laisser découvrir tous ces témoignages. Merci beaucoup. Oui, dans notre plan d'intervention, donc au début, on va faire un certain nombre d'informations, donc un peu pour se mettre au diapason donc, sur ce que c'est que la RSE et comment comprendre aussi les clés du mécénat. Et puis, donc les témoignages viendront après. Et on vous donnera un petit peu d'informations peut-être complémentaires sur le rôle que peut avoir FQP et le club donc, auprès des entreprises. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques clés donc, pour se mettre au diapason sur qu'est-ce que c'est que la RSE. Donc, ça ne sera pas très, très long, mais ça donne le cadre global de notre webinaire ce matin. Donc, la RSE, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment un modèle stratégique maintenant qui s'inscrit dans pratiquement
toutes les entreprises. Donc, de manière plus ou moins forte, les différents sujets de la responsabilité sociétale des entreprises, elles sont représentées par la petite Marguerite que vous avez sous les yeux, qui découle de la norme ISO 26000, donc, qui est le modèle de référence de la RSE depuis 2010. Donc, on y trouve donc l'ensemble des sujets donc, liés aux droits de l'homme, donc tout ce qui est égalité des chances, diversité, tout ce qui est donc non-travail des enfants, enfin disons tous ces risques qui se posent donc dans un certain nombre d'entreprises. On y trouve donc tout un chapitre sur les relations et les conditions de travail, avec dans beaucoup de démarches RSE des projets en lien avec la qualité de vie au travail, et on reste aussi beaucoup sur le management de la santé et sécurité au travail, donc qui reste pratiquement un enjeu, un domaine d'action clé pour toutes les entreprises. Il y a toute une partie sur l'environnement et le management de l'environnement dans les entreprises. Des questions qui sont un petit peu moins communes, disons, ou qui arrivent depuis maintenant simplement quelques années de manière forte, comme la loyauté des pratiques. Derrière, il y a tous les sujets liés à la corruption, la non-corruption plutôt, tout ce qui concerne la bonne pratique des affaires, tout ce qui concerne les relations avec les partenaires, les fournisseurs, les sous-traitants, et notamment cette idée de achat responsable, donc, qui est de plus en plus déclinée donc, dans les entreprises. La place très, très importante des consommateurs, utilisateurs, bénéficiaires finaux, donc, qui est un levier, si on peut dire, important de développement dans les entreprises. Alors bien sûr, c'est peut-être une banalité de dire ça. Bien sûr, le consommateur est important depuis toujours, hein, mais aujourd'hui, donc, l'idée, c'est que dialoguer, avoir une écoute rapprochée des consommateurs, des bénéficiaires des services, voilà, donc de toutes ces parties prenantes, ça devient une clé dans l'innovation et dans la découverte des meilleures pratiques qui sont attendues par les consommateurs. Et voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui basent leur stratégie d'innovation sur cette partie-là. Et l'autre point, donc, c'est communauté et développement local, qu'on appelle aussi ancrage territorial. Et voilà, donc le mécénat s'inscrit finalement, on peut dire, dans toutes les pétales que je viens de citer. Et voilà, donc faire le lien donc, entre la RSE et le mécénat, ça peut s'appliquer dans tous les domaines que je viens de citer. L'idée clé qu'il y a, enfin, les valeurs qui sont portées par la responsabilité sociétale des entreprises, c'est des valeurs humaines, des valeurs d'ouverture et de dialogue avec les parties prenantes, et puis des valeurs donc, de management des risques et d'approche globale stratégique de l'entreprise sur l'ensemble de ces aspects. Une autre manière d'approcher la RSE, donc, que l'on retrouve depuis maintenant quelques années, depuis 2015 bien précisément, puisque il y a beaucoup d'entreprises qui engagent et qui structurent leur démarche sur la base des 17 objectifs du développement durable. La responsabilité sociétale, c'est aussi une des définitions de la RSE, c'est aussi la déclinaison au sein de l'entreprise des objectifs du développement durable. Donc, il y a eu un premier jet d'objectifs du développement durable entre 2000 et 2015, et là, on est dans une deuxième série d'objectifs qui ont été fixés par l'ONU depuis 2015 pour 2030, avec 17 thématiques donc, différentes, dans lesquelles aussi on peut dire que le mécénat peut s'inscrire pratiquement dans tous. Donc voilà, pour dire que les deux sujets sont vraiment très, très étroitement liés. Ce que je voulais donner aussi comme information, donc voilà, pour donner le cadre de notre sujet, c'est qu'aujourd'hui, le constat, c'est que de plus en plus d'entreprises sont concernées par nos deux sujets, RSE et mécénat, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la géographie, hein, donc des sites sur lesquels les entreprises travaillent. Et on a une déclinaison qui s'est faite, une appropriation qui s'est faite
par les organisations professionnelles, les filières, et on voit apparaître donc, tous les mois presque, des nouveaux labels, des nouveaux documents de référence sur la RSE dans pratiquement tous les secteurs maintenant d'activité. On a travaillé récemment sur la logistique, sur la chimie. Il y a même un label qui est en cours d'élaboration, qui est le label européen, donc voilà, qui va sortir très prochainement à l'initiative donc notamment de l'AFNOR, mais d'autres partenaires donc nationaux en France. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que en France, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont très moteurs pour l'élaboration de ce nouveau label RSE européen. L'autre point aussi d'actualité, de tendance, c'est que aujourd'hui, donc, on n'est plus dans l'amalgame, si on peut dire, entre développement durable et RSE et environnement. On est vraiment sur tous les sujets au sein des entreprises et il y a un approfondissement donc, qui se fait sur tout un tas de thématiques. J'ai cité déjà tout à l'heure achat responsable, mais il y a une tendance assez forte cette année pour que le marketing, les forces de vente soient directement aussi associées à la RSE et aux démarches RSE. Côté finance, donc il y a des travaux en cours sur finances durables, finances vertes, etc. En fait, aujourd'hui, le constat, c'est que la RSE, ça concerne l'ensemble des fonctions et des activités donc, des entreprises. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de pression, si on peut dire, des marchés, donc, par rapport donc, aux engagements sociétaux. Et ça se ressent aussi bien donc, pour ce que l'on fait au sein de FQP que pour ce qui est fait par le club entreprise et mécénat. On a une pression de plus en plus forte des marchés, des donneurs d'ordre qui attendent des choses en termes d'engagement sociétal, des financeurs, des actionnaires et même des nouvelles recrues. Les jeunes, aujourd'hui, ont pratiquement tous une sensibilité par rapport à ce qui est fait par les entreprises en termes de RSE et dans leur choix d'intégration des entreprises, ça commence à compter énormément. Voilà, donc pour se mettre au diapason sur la RSE, je vais passer la parole à Virginie donc, pour la suite. Merci. Merci Corinne. Alors justement par rapport à cette question de lien entre le mécénat comme forme d'engagement sociétal au niveau de la RSE sur l'inscription, au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, le club entreprise et mécénat a interrogé une cinquantaine d'entreprises sur son territoire, des TPE, des PME, des grandes entreprises, des ETTI, pour savoir quel avait été l'impact de la crise sanitaire et quelles avaient été les évolutions de leurs pratiques. Donc en fait, on est le premier baromètre régional créé en région avec l'appui de l'ADMICAL et diffusé. Donc, on va vous donner le résultat de cette enquête qu'on va faire sous forme de petits motion design qui ont été réalisés par l'entreprise Erolf Productions, qu'on remercie parce que voilà, c'est pareil, ils nous ont apporté un soutien. On remercie aussi le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté qui nous a soutenus dans cette enquête et dans tout ce travail d'investigation. Et vous allez voir, les résultats sont très intéressants et corroborent ce que vient de dire Corinne. Les entreprises ont changé, ont fait évoluer leurs pratiques. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de découvrir cette enquête et de vous faire un petit retour. On va lancer le film.
Alors, avant d'avoir le témoignage de Catherine Petitjean, on va juste vous faire un retour par rapport à ce baromètre et le lien justement entre le mécénat et la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, en fait, pourquoi les entreprises font du mécénat? Les retours qu'on a eus, c'est, donc vous avez vu les chiffres, hein, par rapport à la crise, le mécénat a été maintenu, d'autres formes de mécénat ont été mises en place. Ce qu'on se rend compte dans les différentes motivations, c'est consolider son ancrage territorial et développer des relations avec les acteurs du territoire. On parlait tout à l'heure de parties prenantes, c'est exactement ça. C'est aussi incarner la raison d'être, les valeurs de l'entreprise. C'est la partie de ressources humaines, de mobiliser, d'attirer, de fidéliser des collaborateurs. Et puis, c'est effectivement montrer de manière concrète l'engagement de l'entreprise dans la responsabilité sociétale à travers le mécénat. C'est énormément sollicité par les salariés. Je descends. Alors, si on fait dans la suite, juste un petit souci technique. Ah, voilà. Alors, le mécénat, si je vous résume rapidement, l'ancrage, alors ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'évidemment, ce support PowerPoint, il vous sera transmis. Hein. Toutes les personnes inscrites l'auront, vous pourrez le découvrir avec l'enregistrement et le document. L'ancrage territorial et la construction de relations va permettre pour l'entreprise d'affirmer que c'est un acteur de développement de son territoire et pas seulement sur son activité de production et de commercialisation. Ça renforce aussi évidemment l'attractivité des territoires. Un territoire qui va bien va permettre à l'entreprise de se développer, de recruter, d'avoir des compétences et aussi d'attirer des talents. Ça va permettre aussi de renforcer des liens avec d'autres acteurs. Souvent, les entreprises sont dans leur domaine d'intervention. Hein, si on est dans l'agroalimentaire, on est dans l'agroalimentaire, dans le BTP. Là, on va avoir des relations avec des acteurs sur son territoire et servir l'intérêt général. C'est des opportunités de partenariat et de rencontres. Donc, on voit bien que ça, c'est une des raisons qui est évoquée. Ce qu'évoquait Corinne aussi, c'est qu'aujourd'hui, on ne rentre pas seulement dans une entreprise pour un job, pour un salaire, on y rentre pour donner du sens à son implication, cette entreprise. Et donc, la raison d'être de l'entreprise, ses valeurs, ses missions sont extrêmement importantes. Et à travers le mécénat, c'est un moyen de se différencier, c'est un moyen d'être identifié, de véhiculer une image de l'entreprise à travers des opérations de relations publiques et de relations presse, avec un grand point de vigilance d'éviter tout ce qui est greenwashing. Alors, je vous l'ai mis en français, éco-blanchiment, c'est vraiment d'éviter de faire semblant d'être engagé dans le mécénat et l'RSE et de pas du tout l'appliquer, parce que là, le retour de bâton, il sera terrible, à la fois réseaux sociaux, à la fois collaborateurs. C'est aussi, bien sûr, affirmer l'identité de l'entreprise. On parle d'entreprise à mission, mais il y a beaucoup d'entreprises, avant d'avoir ces entreprises à mission, le faisaient déjà, et je pense que ce n'est pas Catherine qui me contredira, sur leur raison d'être, sur leurs valeurs, sur leur mission, sur leur implication sur le territoire. Donc, on voit bien qu'on a de la com externe, mais qu'on a évidemment de l'ancrage territorial et on va avoir de la com interne parce que ça va permettre de renforcer le sentiment d'appartenance des salariés en les motivant, en les attirant, en les fidélisant. On a beaucoup de jeunes candidats qui s'interrogent, hein, quand on est sur des recrutements, qui s'interrogent aussi sur la place de l'entreprise sur son territoire et son engagement sociétal. On sait que le mécénat fait partie intégrante de la stratégie, hein, du projet d'entreprise, de sa stratégie, et c'est un moyen de décliner et d'incarner cette stratégie. Et on a de plus en plus différentes formes de mobilisation, et d'ailleurs vous allez la voir à travers les témoignages, où on va pouvoir associer ses collaborateurs dans le choix des projets, de pouvoir leur proposer d'accompagner les porteurs de projets, de mettre en place du mécénat ou du bénévolat de compétences, et puis de les impliquer dans la mesure d'impact. L'autre point sur le mécénat, c'est qu'on va l'inscrire, hein, les entreprises vont inscrire le mécénat. Le mécénat, c'est un soutien à un projet d'intérêt général. Donc, ça va permettre d'inscrire aussi l'entreprise de manière pragmatique dans sa responsabilité sociétale. Ça peut être un premier pas. Ça peut être un premier pas aussi collectif. C'est pour ça qu'on a créé un fonds de dotation pour assurer des TPE et des PME. Et ça permet de l'affirmer de manière très pragmatique, son engagement sociétal. Puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup de façons de s'engager sociétalement. On a parlé des achats responsables, on a parlé de la loyauté des pratiques. Le mécénat en fait aussi partie. Et le mécénat touche
les 17 objectifs de développement durable et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne scannent pas le mécénat de leur responsabilité sociétale, mais vont présenter leur projet, leur stratégie d'entreprise dans le cadre, ils vont le présenter dans le cadre des 17 objectifs de développement durable. Ils vont dire dans leurs actions, dans quel objectif de développement durable elles se situent. Évidemment, elles ne feront pas les 17, mais elles en feront 1, 2, 3, 4, qu'elles vont traduire à travers le mécénat, les différents soutiens dans ces objectifs. Alors, le mécénat, on peut le faire de différentes façons. Il n'y a pas que le mécénat, c'est un soutien matériel à une activité d'intérêt général, à une association. Il faut bien se rappeler que le mécénat, c'est un acte philanthropique, c'est un don. Il n'y a pas de contrepartie directe, en tout cas absolument pas de message publicitaire, et c'est totalement disproportionné. Si je fais un don, c'est simplement que je soutiens une action d'intérêt général. Je peux avoir quelques retours de communication, mais ce n'est absolument pas du sponsoring. Donc ça, c'est important. Donc, bien rester dans cet acte philanthropique qui explique que ça s'inscrit dans le mécénat. Il y a des avantages fiscaux associés. C'est-à-dire que quand je fais un don, par exemple, de 100 € pour une entreprise, je peux avoir une réduction de 60% du montant du don. Et les limites ont été augmentées. Et en fait, on incite le mécénat des PME. C'est-à-dire que c'est soit 0,5% du chiffre d'affaires. Si on a un chiffre d'affaires qui n'est pas très, très important, on peut choisir le plafond de 20 000 €. Donc ça a vraiment été un atout pour que les PME s'engagent dans le mécénat, avec une possibilité de report sur 5 ans. On a beaucoup parlé de la réduction d'impôt de 60% à 40%. Ça ne concerne que 70 entreprises, c'est celles qui feraient plus de 2 millions de dons par an. Donc en région Bourgogne-Franche-Comté, on n'est pas franchement concerné. Voilà. Donc, il y a des avantages fiscaux, mais on verra que les entreprises, dans le petit baromètre qu'on vous a montré, ce n'est pas les avantages fiscaux qui vont les intéresser, c'est vraiment de donner du sens à leur engagement sociétal. Le mécénat, ce n'est pas que du don financier, c'est aussi du don en nature. Dans le don en nature, on va pouvoir trouver du don matériel, mais aussi du don de marchandises et de plus en plus du don de compétences. C'est ce qu'on va appeler un focus sur le mécénat de compétences de deux façons. Soit je fais un prêt de main-d'œuvre, c'est-à-dire que je mets à disposition un salarié, par exemple une journée par semaine, dans une association d'intérêt général. Ça peut être un webmaster qui va venir apprendre à faire un site internet, ou je peux faire de la prestation de service et j'ai une petite association, elle n'a pas de comptable, je vais aller faire une prestation de comptabilité avec le comptable de mon entreprise. Donc, on voit qu'on n'est pas obligé de donner que de l'argent et très souvent, les entreprises mixent du mécénat financier avec du mécénat en nature, avec du mécénat de compétences, parce que c'est aussi un moyen de mobiliser les salariés, d'être impliqués sur le territoire avec tous les acteurs. Alors là, on vous a laissé, on vous laissera découvrir parce que je vous l'ai dit à l'oral, vous retrouverez la description du mécénat en nature, du mécénat de compétences. On vous fait juste un petit focus sur le mécénat de compétences. Les règles, je dirais, comptables, juridiques et fiscales diffèrent si vous êtes sur de la prestation de service que du prêt de main-d'œuvre, parce qu'évidemment, quand vous êtes dans du prêt de main-d'œuvre, comme vous mettez à disposition vos salariés, en restant employeur, vous dépendez du Code du travail et donc il y a des obligations à respecter. Donc, c'est un petit peu plus prégnant que la prestation de service. Voilà. Il existe aussi d'autres actions comme le produit partagé. Donc ça, sur une période donnée, vous avez dû le voir, sur une période donnée, la marge bénéficiaire est donnée à un projet d'intérêt général. On a aussi les programmes fidélité qu'on trouve dans les grandes surfaces où on peut transformer ces bons d'achat par rapport au profit d'un projet d'intérêt général. On peut aussi solliciter, évidemment, de manière volontaire ces salariés sur la possibilité d'effectuer des dons en faveur d'un projet. Donc, elle pourrait venir abonder un projet de l'entreprise. Donc, on va avoir et le soutien de l'entreprise et le soutien des salariés. Et puis, vous les connaissez, on a beaucoup de collectes associées. Vous voyez les collectes notamment de dons alimentaires à certaines périodes, notamment sur la période de l'hiver. Donc, en fait, en résumé, on a énormément de façons de s'engager sociétalement à travers le mécénat, à travers les domaines d'intervention qui rejoignent les 17 objectifs de développement durable et à travers les différentes formes, que ce soit en financier, en nature et en compétences. Et le mieux, c'est quand même d'avoir des témoins. Donc, nous sommes très heureuses d'accueillir Catherine Petitjean qui va venir témoigner sur son entreprise et ses actions. Merci Catherine. Merci Virginie. Donc, bonjour à tous et puis merci de m'accueillir. Donc, moi, je vais faire un témoignage de notre engagement RSE. Donc, Mulot et Petitjean, c'est 225 ans d'existence. On produit du pain d'épices de Dijon à Dijon. Donc, forcément,
notre ancrage local est très important pour nous. Je voulais témoigner aussi de comment on s'était engagé dans une démarche structurée, parce que je pense que beaucoup d'entre nous, notamment les PME, la RSE, on en a toujours fait, mais la démarche n'était pas structurée. Et je pense que c'est important de structurer notre démarche pour pouvoir visualiser, évaluer nos démarches de progrès, parce que ce n'est pas quelque chose qui s'arrête à un moment donné. Donc, moi, le coup de poing que j'ai eu, parce que c'est un coup de poing, c'est lors d'un séminaire de la FEF à Bordeaux, on a eu une intervention de Nicolas Vanier. Nicolas Vanier, si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, je sais qu'il vient à la convention de la CPME, si vous pouvez venir, venez l'écouter, parce que vraiment, il est brillant et son intervention ne vous laissera pas de marbre, notamment sur la transition écologique et les conséquences climatiques. Donc, on était tout un parterre de chefs d'entreprise et on avait tous un peu la larme à l'œil et les poils un petit peu hérissés tellement c'était émouvant et prenant. Donc, moi, quand je suis rentrée après ce séminaire, j'ai dit à mes collaborateurs, écoutez, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que c'est pas qu'on faisait rien, mais voilà, on faisait pas assez, voilà. Et donc, on a décidé de structurer la démarche. À ce moment-là, on refaisait notre site de production, donc c'était aussi facile d'inclure des choses énergétiques pendant la construction de ce site. Et on a décidé de s'inscrire dans un label, label PME+. Alors, ce n'est pas une norme ISO, mais ça permettait déjà de structurer la démarche. Donc voilà, c'était un label qui était, on l'a fait tout seul, donc voilà, c'était faisable pour une entreprise comme la mienne. Donc on a travaillé sur tous les axes de la RSE, on a fait un bilan et ensuite on s'est mis en axe de progrès. Alors, on a beaucoup aidé parce qu'une fois qu'on a fait un bilan et voilà, comment on fait pour structurer la démarche et là, c'est vrai qu'on a été beaucoup aidé par la BPI et les actions qui sont financées en partie par la BPI. Donc, ça nous permet d'avoir des consultants quand même très compétents à des tarifs abordables pour une PME. Donc, en général, voilà, même la région aide quelquefois. Moi, je travaille avec Vitagora, donc il y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc, voilà, il faut se renseigner. Et puis, il y a bien sûr faire la RSE, puis comment on le communique. Donc, nous, on a travaillé sur tous ces aspects-là, même si on n'est pas les meilleurs communicants du monde dans les PME, c'est vrai. Donc, pour tout ce qui est transition énergétique, parce que c'est vraiment important, en fait, on a fait un plan d'investissement pour acheter du matériel, changer notre matériel. Donc, nous, on doit lutter contre finalement le monsieur plus, la surconsommation des matières, les déchets, donc bien sûr l'énergie, hein, donc on a changé de four, donc on consomme moins, les temps de chauffe sont moins importants, donc tout ça c'est vraiment important. Comment on limite nos déchets, comment on les retraite ces déchets, parce que quand on produit, il y a toujours des déchets, il ne faut pas rêver, mais il faut en faire le moins possible. La lutte contre le gaspillage alimentaire, elle est très importante, donc c'est vrai que depuis très longtemps, on donne à des fonds, hein, mais voilà, comment on peut aussi essayer de moins gaspiller, voilà, et de mieux gérer finalement les stocks de produits, puisque nous, on a des produits quand même qui sont périssables. Donc, ce qui est important, c'est que les investissements, il y a quand même un ROI financier pour nous, mais ça permet de financer des choses qui sont moins rentables, parce que voilà, quelquefois, on fait des investissements qui ne sont pas du tout rentables économiquement. Donc, le fait d'investir dans des choses rentables permet de rentabiliser à la fois l'investissement, puis d'autres choses qui ne le sont pas. Parce que je pense que ce qui est important quand même, c'est que le premier devoir d'une entreprise, c'est de perdurer, hein, parce que elle doit survivre, être rentable et conserver les emplois. Hein. Pour moi, l'objectif de la RSE, c'est quand même ça. Hein. Donc, tout ça, c'est très important et voilà comment on s'est engagé. Alors, bien sûr, on fait des actions dans le domaine pour nos salariés. Donc là, on a toujours un programme de formation annuel. Alors bon, les années Covid, ça a été moins facile, mais on a fait, comme exemple, je peux donner, on leur a fait une formation sur les déchets. Alors les déchets chez eux, et puis comment éviter de surconsommer l'eau,
Et puis, c'était transposable à leur poste de travail, parce que je pense qu'on a une responsabilité de motiver et d'informer nos salariés, parce qu'on voilà, on n'a pas tous le même niveau de connaissances. Donc, voilà, ils ont bien apprécié cette formation. On a créé une cellule de QVT voilà, dans l'entreprise. On leur a également fait une formation sur le bien manger, parce qu'on a des produits sucrés, donc c'est important que voilà, ils ne boivent pas trop de coca quand il y a du coca à la machine, et puis pas trop manger de pain d'épices non plus, parce qu'il faut être raisonnable. Donc tout ça, voilà, on l'a mis en place. Ce qui est important aussi pour nous, c'est la qualité des produits. Alors, la qualité des produits, c'est bien sûr la sécurité du produit, hein, mais c'est aussi maintenant l'origine des matières premières. Donc, ça, c'est fondamental pour nous. Donc, on y travaille tout le temps, parce que c'est un long chemin, cette origine des produits. Donc, ce que je peux dire dans notre entreprise, c'est qu'on a 50% de nos produits qui sont à moins de 300 km. Le blé, pour nous, je dis que c'est Grande Bourgogne. Alors, est-ce que c'est la Grande Bourgogne-Franche-Comté administrative? Je ne sais pas bien. Mais voilà, le blé, c'est un approvisionnement local. Pour le reste, on a 95% des fournisseurs français. Alors, on a un problème avec le sucre, c'est qu'on a un sucre qu'on ne peut pas acheter en France. Voilà, une variété de sucre qu'on est obligé d'acheter en Belgique. Donc, voilà, il y a des choses comme ça. On essaye bien sûr de franciser la plupart de nos approvisionnements. Ce n'est pas toujours facile. Cette année, ça sera encore moins, parce qu'on voit qu'on a des pénuries de certaines matières premières. Nous, on utilise pas mal de confitures. Donc, pour certains appros, ce n'est pas possible d'être complètement français. Mais on y travaille. Le miel, c'est pareil, on est passé d'un miel monde à un miel Europe à un miel UE. Voilà. Et là, maintenant, c'est le miel. On voudrait aller vers du miel France, mais le miel France, cette année, je ne sais pas si ce sera possible, parce qu'il y a une question de quantité aussi. Donc, voilà, il faut faire les choses progressivement, c'est un long chemin. Il y a aussi le problème de la répercussion des coûts de l'origine des matières premières, c'est-à-dire comment le consommateur final et nos clients distributeurs acceptent peut-être une petite valorisation des produits du fait de l'origine des produits. Moi, ce que je suis sûre, c'est que le consommateur de demain, et ça je le dis à mes collaborateurs, le consommateur même d'aujourd'hui ou de demain, il achètera un produit de qualité produit par une entreprise responsable. Tu as parlé des salariés et des jeunes, c'est la même chose. On ne peut pas être une entreprise non responsable aujourd'hui. Enfin, je pense que… et puis, pour moi, c'est important, la confiance. La confiance, c'est la confiance qu'on met à la fois dans nos produits, la confiance qu'on a avec nos fournisseurs, la confiance qu'on entretient avec nos collaborateurs, la confiance qu'on met aussi et puis qu'on veut inspirer à nos clients. Donc, la confiance, je dis toujours, ça se construit goutte à goutte et ça part par litre. Donc, la confiance, il faut vraiment la construire au quotidien et s'investir progressivement. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas se décrire comme on n'est pas. Pour moi, c'est important. Je ne dis pas que tout est parfait chez nous, parce que rien n'est parfait. On a encore vraiment des progrès à faire. Mais voilà, chaque année, on s'y attelle. C'est un gros investissement, la RSE, c'est un gros investissement pour le chef d'entreprise, parce que s'il n'est pas là pour insuffler la dynamique, les choses ne se font pas, parce que c'est quelque chose qu'on demande en plus du reste. Alors maintenant, je pense que maintenant la démarche chez moi, elle est bien comprise. Donc, ça veut dire que chacun, et ils ont envie, quand on fait des petites choses, qu'on a, vous savez, les succès, c'est les succès, les petits succès du quotidien qui sont importants, où on peut se réjouir d'une grande avancée. Et bien, ça c'est important, mais ça veut dire quand même beaucoup de temps. Moi, j'ai une réunion avec mes équipes RSE une fois par mois, voilà, pour timer, pour voir si les choses avancent, et pour que les choses avancent, il faut quand même les contrôler et insuffler la dynamique. Donc, effectivement, moi, je pense que si le patron, dans les PME, ne s'implique pas, à un moment, voilà, ça ne peut pas réussir, on ne peut pas avancer.
Donc, voilà pour ce qui est la démarche RSE. Nous, notre gros sujet maintenant, c'est l'emballage. On n'avance pas très vite parce que l'emballage, déjà, il y a eu le Covid, donc on a vu que l'emballage avait un sens, hein, c'est la protection des produits. Et en ce moment, comme on est en tension sur l'emballage, eh ben, c'est encore plus compliqué d'avancer. Voilà. Donc, ça, c'est notre gros sujet d'aujourd'hui et demain. Je voulais vous parler pour notre entreprise du label Entreprise du patrimoine vivant. Donc, c'est un label qui reconnaît d'État, hein, qui reconnaît notre savoir-faire. On a été la première entreprise de Bourgogne, hein, donc de Bourgogne, à être labellisée entreprise du patrimoine vivant dans le domaine alimentaire. Donc, on était assez fiers. Donc, ce label, il reconnaît un savoir-faire, mais aussi des capacités d'innovation et puis la transmission de ce savoir-faire. Parce que c'est aussi ça qui est important. Je trouve qu'on l'a vu, la crise, ces 2 dernières années, on a perdu du savoir-faire et je trouve que conserver un savoir-faire, c'est une vraie richesse. Donc, il faut vraiment le conserver, ce savoir-faire, et quelquefois, il faut se bagarrer pour le conserver parce que économie et savoir-faire ne font pas toujours bon ménage. Je dis ça parce que je le vis au quotidien. J'ai des produits, oui, c'est pas les produits les super rentables. Ça demande beaucoup de main d'œuvre et c'est une transaction perpétuelle avec mes collaborateurs pour qu'on continue à faire ces produits. Voilà, et qu'on ne perde pas la main parce que c'est triste de perdre la main. Donc, pour la transmission de ce savoir-faire parce qu'il y a la transmission du savoir-faire à nos collaborateurs, mais il y a aussi la transmission de ce qu'est une entreprise à nos consommateurs, à nos visiteurs. On a fait un musée. Donc, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu le faire. C'était mon projet quand j'ai repris l'entreprise. C'était dans un petit coin de ma tête, ce musée. Donc, j'ai conservé contre vents et marées et contre les demandes pressantes de mes collaborateurs parce que je gardais si vous êtes déjà venu, des vieux pétrins, des choses qui prenaient beaucoup de place et forcément dans une entreprise on n'a jamais assez de place, donc ils venaient me voir, ils me disaient Madame Petitjean, ça, je dis non, ça non. Donc voilà, j'avais ma petite caverne d'Ali Baba et voilà, finalement grâce à l'alignement des planètes, on a fait une extension, j'ai libéré de l'espace dans la partie ancienne de l'entreprise, donc on a pu faire ce musée. Et dans ce musée, c'est vrai que j'ai à cœur de transmettre, oui, l'histoire de la maison, l'histoire d'un savoir-faire, l'histoire du pain d'épices, mais aussi ce que c'est qu'une entreprise. Donc, on fait témoigner nos salariés. Donc, si vous venez, vous verrez, c'est pas fluide, mais je trouve que c'est très émouvant parce qu'ils parlent finalement de ce qu'ils font. C'est pas leur métier, c'est pas des journalistes, et ils décrivent finalement les process de fabrication du pain d'épices, puisqu'on ne peut pas laisser les consommateurs rentrer dans le site de production, ça ne serait pas raisonnable. Les choses vont très vite puisque le musée, on l'a ouvert en 2017 et en 2019 déjà, je disais, les messages vont plus parce que justement, il n'y avait pas de message RSE. Donc, la crise arrivant, donc on a refait nos films cette année en 2021 et on a inclus dans les messages et les films un message RSE parce que c'est une demande de nos consommateurs et de nos clients. Donc, ils sont finalement très contents de découvrir qu'on est actif sur ce plan-là et qu'on est actif au quotidien. Dernière chose, je voulais vous parler du coq vert parce que j'ai eu un joli coq vert. C'est vrai que je me suis engagée avec la BPI à être témoin justement de ces engagements RSE, effectivement aussi d'engagement dans la transition écologique, mais ça va de pair. Moi, je ne dissocie pas, je suis un peu comme vous, je ne dissocie pas l'un et l'autre, hein, parce que, voilà, encore une fois, le premier engagement, c'est que l'entreprise perdure, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Et ce coq vert, en fait, c'était l'idée de créer une communauté de PME, parce que les grandes entreprises, ils ont besoin de personnes, ils avancent tout seuls, et de créer une communauté de PME qui puisse aussi témoigner et emmener ses confrères et ses consoeurs des entreprises de peut-être plus petite taille ou de taille similaire et de les motiver à s'engager dans cette RSE et cette transition écologique.
Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. La BPI est assez active sur ce sujet. Et puis, ils ont quand même des fonds, ils financent des actions. Donc, bon, voilà, je le dis toujours aux chefs d'entreprise, allez-y, voilà, regardez ce qui se fait parce que c'est important qu'on s'engage. Et c'est vrai que les actions proposées par la BPI sont souvent très, très pertinentes et à un coût raisonnable. Alors moi, je suis quelqu'un qui est contre le tout gratuit, hein, parce que je trouve qu'après, on consomme, mais en fait, on ne se rend pas compte de la valeur des choses. Donc, je trouve qu'une aide comme ça aux entreprises me semble responsable, si je puis dire. Voilà. Et puis, pour terminer sur le mécénat, alors, le mécénat, chez nous, ce n'est pas forcément ce qu'on a le mieux structuré. Alors, moi, je fais assez rarement de mécénat direct en termes d'aide financière parce qu'on est une petite structure, hein, et que je suis aussi vigilante que ce que je donne d'un côté, je ne le donne pas à mes collaborateurs. Hein. Voilà, il y a une masse voilà, et il faut qu'il y ait de l'investissement, des salaires, d'innovation, donc tout ça, ça se calcule. On fait pas mal effectivement de dons en nature et puis effectivement d'aides diverses et variées, d'interventions dans le territoire, on reçoit beaucoup. Donc voilà, c'est une force, moi aussi, d'engagement sur le territoire aussi importante. Et puis pour ma part, c'est vrai que je reste très engagée sur pas mal de sujets pour aussi aider, sans que ça soit vraiment du mécénat, mais je le comptabilise pas comme ça parce que voilà, parce que d'abord c'est moi, c'est le patron, mais voilà, c'est l'aide aux autres, ça me semble notre responsabilité de chef d'entreprise d'aider ceux qui vont un petit peu moins bien, parce que c'est notre rôle humain. Enfin, voilà. Voilà, donc pour conclure, je dirais que pour moi, c'est important que toutes ces actions qu'on mène, que ce soit la RSE, le mécénat, ça veut dire que demain doit être meilleur, non pas qu'hier, mais qu'aujourd'hui. Donc voilà, la démarche de l'entreprise, c'est que le monde de demain soit meilleur. Voilà, merci à tous. Donc, je me tiens à votre disposition s'il y a des questions. Peut-être on les pète. J'étais trop longue. Oh non, c'est très bien. Merci Catherine. Juste pour faire le lien sur le mécénat, effectivement, tu en fais. Et c'est intéressant ce que tu disais, parce que le constat qu'on a fait dans le baromètre, c'est que les chefs d'entreprise, surtout les porteurs de projets, là je m'adresse plus aux porteurs de projets, n'allez pas voir une entreprise pour la réduction fiscale. On vous a dit plus de 50% ne l'utilisent pas et Catherine en est la bonne illustration. C'est vraiment une volonté d'un chef d'entreprise qui donne une impulsion. Elle fait du don en nature, elle fait du don en compétences. Le musée fait partie du mécénat. Hein. La création d'un musée, d'un espace fait partie du mécénat. Il y a bien sûr du mécénat financier. Donc, en fait, tu fais toutes les formes de mécénat, sauf que tu ne vas pas chercher la réduction fiscale, ce qui est le cas de beaucoup de chefs d'entreprise. Ce n'est pas la première motivation. C'est ce que tu disais, donner du sens à ce que tu fais. Alors, nous avons une question qui a été posée. Alors, je vais essayer. Est-ce que vous voulez que je vous la pose ou... Alors, c'est une question de Pascal qui nous dit, attendez, je mets dessus, la RSE s'incarne par la chaîne de valeur personnelle du chef d'entreprise. Sur notre territoire, devant les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, comment interagissent l'écosystème économique dit classique, notamment la CPME, le MEDEF, avec l'écosystème de l'ESS, représenté notamment par le mouvement Impact France ou la Fédération des entreprises d'insertion, chantier école de Bourgogne-Franche-Comté. Alors là, c'est un peu une question piège. Je ne sais pas comment y répondre. Bon, moi, je suis à la fois adhérente au MEDEF et à la fois à la CPME. Donc moi, c'est vrai que je suis un réceptacle peut-être quand il y a des initiatives, je prends. Maintenant, je pense que chaque entreprise, de par l'appétence ou l'affection pour du chef d'entreprise et ses collaborateurs, parce qu'on est quand même un petit groupe. Hein. Moi, c'est pas moi qui fais la RSE de l'entreprise, on est plusieurs et on fait remonter également des demandes des collaborateurs. Donc, voilà comment les choses s'inscrivent. Par ailleurs, moi, je fais partie d'organisations syndicales de ma catégorie de produits, par exemple les biscuits gâteaux. Voilà, donc je suis
peut-être plus impliqués dans le domaine alimentaire en termes de profession que sur ce qui est MEDEF et CPME. Mais si il proposait une action, bien sûr, je l'évaluerai, je regarderai si c'est pertinent pour nous, si on a le temps aussi, parce que voilà, c'est du temps, donc il faut que les choses soient évaluées, hiérarchisées, suivant l'importance aussi pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Voilà, mais moi, je suis impliquée, voilà, je suis adhérente aux deux structures et même à bien d'autres qui font des actions, donc suivant, je m'implique ou pas. Voilà. Merci Catherine. Bon, on voit bien parce qu'on est sur des organisations interprofessionnelles. Et ce que tu disais, tu as ton organisation aussi professionnelle où il y a des actions spécifiques en lien avec ton secteur d'activité. Ils font beaucoup de choses sur le don de… Bon, on a vu, hein, pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'actions menées pour le don de produits alimentaires. Donc voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Catherine. Merci. Bonne journée. Alors, nous allons avoir maintenant le plaisir d'accueillir, je vais me laisser la place, donc d'accueillir Géotech, hein, qui est une ETTI, donc avec Fabien, voilà, on va vous laisser, avec Fabien Gauthier et puis Lydie, non, que Fabien Gauthier. Fabien Gauthier qui va nous présenter Fabien Gauthier, donc qui est responsable la sécurité, santé, sécurité et environnement. Et Lydie Azevedo qui est responsable de la communication, donc qui va nous faire le témoignage pareil, mécénat, engagement sociétal. Bonjour à tous. Du coup, pour notre part, on va d'abord vous présenter Géotech parce que je pense que tout le monde ne connaît pas la structure et du coup, après, ça va montrer aussi comment on a intégré les deux sujets dans l'entreprise. Le premier sujet, c'est qu'on est un groupe familial. C'est François Barnoux qui a créé la société en 1973 et du coup, son fils dirige aujourd'hui l'entreprise. Et on a la particularité aujourd'hui d'avoir toujours la majorité de la famille Barnoux qui possède l'entreprise. Et depuis plusieurs années, on a l'intégration des cadres de direction et les salariés qui deviennent actionnaires de l'entreprise. En termes de métier, on est un bureau d'études en ingénierie géotechnique et environnementale. Et finalement, on va conseiller toutes les entreprises ou les collectivités qui vont réaliser des travaux ou qui vont participer à cette réalisation de travaux. En pratique, on réalise des sondages, de l'ingénierie, on a un certain nombre de laboratoires pour faire des essais, et après, on a la particularité aussi de fabriquer et d'entretenir nos machines de forage. En termes d'image, pour vous situer un peu notre société, on fait 76 millions de chiffre d'affaires, on est 750 collaborateurs. On a 8 filiales et entre les différentes filiales, on a 6 activités qui vont toucher l'environnement, la structure, forcément la géotechnique et la géothermie également. On a 27 agences dans le monde, 12 laboratoires. On estime qu'on fait à peu près 16 000 projets par an. Et depuis que l'actionnariat a été ouvert aux salariés, on a aujourd'hui 60% de nos salariés qui sont devenus actionnaires de l'entreprise. En termes d'implantation, alors ça c'est intéressant parce qu'on parle souvent d'implantation locale dans la RSE, le groupe se développe et même si on a une dominante francophone, on est présent partout sur le territoire français, y compris dans les territoires d'outre-mer. Donc là, vous le voyez sur la carte. Même si notre dominante est quand même très forte en France. Et après, on a 2 implantations en fait externes à la France qui sont aujourd'hui la Belgique et en Afrique avec le Sénégal et la Guinée. Un autre élément qui est assez intéressant et que je voulais vous faire part, c'est finalement notre croissance parce que en 5-6 ans, on a quasiment doublé notre chiffre d'affaires. Qui vient par de la croissance externe et par de la croissance externe avec l'intégration de filiales. Et finalement, ce contexte des années autour de 2015-2018 avec cette croissance importante,
et l'intégration des filiales, c'est qu'on se rend compte qu'on a besoin de se structurer. Donc, il y a évidemment les aspects traditionnels des métiers, mais il y a aussi cette partie RSE qui doit intégrer l'ensemble des process de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'en 2019, avec l'impulsion de la direction, hein, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu tout d'abord la création d'un service communication à part entière. Donc avant, c'était souvent intégré par d'autres fonctions. Et puis après, il y a eu la construction du projet d'entreprise avec un groupe de travail qui s'est fait avec la direction et un ensemble de responsables régionaux, d'agences et de services. Et finalement, là, vous voyez le projet d'entreprise de Géotech 2024 qui vient intégrer l'ensemble de l'ambition de Géotech sur les différentes cartographies et pour l'ensemble du groupe. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces sujets, vous pourrez le regarder après. Je vous focaliserai simplement sur la partie en bas à gauche de l'écran, qui est la partie QVT et RSE, et qui finalement s'est inscrit à ce moment-là d'une manière un peu plus formelle dans la démarche de Géotech pour aller sur les domaines qu'on a vus un petit peu en introduction. Il y a la RSE, alors il y a la partie éthique, environnementale, développement durable, il y a aussi le partage de la valeur de l'entreprise. Il y a un aspect complémentaire qui vient aussi à l'épanouissement des collaborateurs, que ce soit sur le bien-être, sur la sécurité ou les discriminations. Et enfin, un autre aspect qui a été, c'est ce que je vais développer après, la fondation Géotech. Et là, du coup, avec une évolution dans ce qui a été créé initialement et ce qui évolue avec Géotech. Donc, le mécénat chez Géotech. La particularité du mécénat chez Géotech, c'est qu'il y avait au départ une volonté forte de François Barnoux, qui était passionné par le domaine de l'art contemporain et qui s'était engagé très tôt dans une démarche de mécénat dès 2005. Et dans la foulée, finalement, il était devenu membre fondateur du club mécénat, entreprise et mécénat en Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, avec la reprise et l'évolution de l'entreprise, en 2019, Olivier Barnoux a souhaité que cette évolution du mécénat aille vers la Fondation Géotech. Donc, on a créé cette Fondation Géotech sous l'égide de la Fondation de France. Et la volonté d'évoluer sur ce mécénat, c'était que l'art contemporain n'est pas forcément attractif. Il y a des gens qui sont très intéressés, mais on va dire que ça ne parlait pas à tout le monde, le sujet de l'art contemporain. Et la volonté de la famille, c'était aussi de faire en sorte que les sujets qui allaient toucher la Fondation soient plus proches du plus grand nombre, mais aussi qui participent plus aux enjeux actuels. Et donc, on en parle, c'est les luttes contre les inégalités, c'est le réchauffement climatique. Et c'était aussi essayer d'intégrer le groupe qui se développe de manière assez large et pas forcément que dans la région, même si c'est son cœur historique, et donc essayer de s'intégrer aussi avec les problématiques qui sont un peu plus larges. Et donc, la volonté, c'était de faire participer aussi le groupe et les personnes du groupe. Du coup, a été défini 3 domaines d'action de cette fondation Géotech. Tout d'abord, l'aide aux personnes en difficulté, l'aide aux populations d'Afrique de l'Ouest. Donc là, ça fait part aussi de l'aspect historique d'avoir une filiale Géotech Afrique qui est basée dans cette zone géographique. Et puis le dernier qui était la lutte contre le réchauffement climatique. Alors pour essayer d'illustrer ce qu'on fait, comment on l'intègre dans l'entreprise, en fait, on vous a repris des dates clés qu'on a souvent passées par nos lettres d'information mensuelles, mais qui vous montrent aussi comment on a essayé d'inscrire ça dans la communication interne ou externe pour l'entreprise. Du coup, je vous ai dit en 2019, création de la fondation, et donc on a communiqué auprès des salariés pour leur dire, voilà, on crée la fondation, on a les objectifs, les actes de fonctionnement, et on a demandé aux salariés de candidater pour participer au comité d'exploitation, comité exécutif de la fondation. Ensuite, une fois que des salariés ont candidaté, on a communiqué sur où on en était et on les a à nouveau sollicités pour qu'ils présentent les sujets qui pouvaient les intéresser, voir s'ils avaient dans le cadre de leur vie personnelle des associations qui souhaitaient soutenir. La suite a été évidemment de sélectionner les projets et de voir comment ça pouvait s'inscrire dans les démarches de la Fondation. Il y a eu l'étape d'après qui était l'appel à projet en 2021.
Et finalement, en septembre 2020, on est arrivé à une première concrétisation qui était que sur 80 dossiers qui avaient été reçus, 10 dossiers ont été soutenus à hauteur de 100 000 € par la Fondation. Voilà. Ensuite, ça continue, mais on arrive finalement à août 2020. Bon, entre-temps, il y a eu peut-être des pauses à cause du Covid. Et finalement, on arrive au projet 2021. Et donc là, on voit qu'on a reçu plus de dossiers et du coup, l'investissement et le soutien va se faire sur plus de dossiers, et donc 18. Alors par contre, on a voulu quand même faire un bilan sur quel était l'impact sur les salariés. Et donc, on a fait une enquête auprès des salariés et on constate une chose, c'est que malgré finalement toute cette communication qu'on a pu faire, alors là, vous l'avez vu sous un aspect, il n'y en a que 50% qui se sentent concernés par la Fondation Géotech. Certes, elle est récente, mais en 2 ans, on voit que on a encore peut-être des progrès à faire pour les intégrer. L'autre élément à mettre en évidence, c'est que du coup, forcément, la vie de l'entreprise évolue et on fait des mises à jour. Donc, il y a eu le site Internet qui a évolué aussi. On a fait une vidéo sur la Fondation et on l'a intégrée à notre chaîne YouTube et on l'a fait forcément partager aux réseaux sociaux. Pour les salariés, on a fait une lettre d'information qui était dédiée à la Fondation, qui allait un peu plus loin que les éléments qu'on avait déjà communiqués. Et puis, du coup, un autre élément qui rentre en ligne de compte aujourd'hui, on organise des réunions semestrielles avec les salariés. Et du coup, c'est un des sujets qui va rentrer dans ce qu'on appelle chez nous la causerie périodique et finalement qui va s'intégrer aux autres aspects de la société en termes de communication. Alors après, je vous présente dans un deuxième temps la démarche RSE parce que pour Géotech, en tout cas, c'était 2 démarches qui étaient, en tout cas, en termes de titres, un petit peu séparées. Et puis après, je conclurai sur le binôme des deux. On l'a vu dans le projet d'entreprise, on avait l'ambition d'intégrer la partie RSE. Et sous le même schéma, la mise en application s'est faite chez Géotech en créant un groupe de travail et en intégrant un certain nombre de personnes de l'entreprise. Pour lancer la démarche, en fait, on a fait une enquête QVT qui était la première chez Géotech en avril 2019. Dans la foulée, on a créé aussi une charte éthique pour l'ensemble du groupe. Et tout l'intérêt du groupe de travail, c'était aussi de commencer à intégrer des actions dans le quotidien de Géotech. Alors là, je vous ai mis un peu différents sujets, c'est mélangé, mais ça montre aussi la manière dont on mettait en place des actions chez nous. C'est qu'au départ, il n'y avait pas forcément une structure sur pourquoi on fait ça et dans quelle stratégie. Donc, on a mis en place la charte éthique, on a parlé de la fondation. Avec nos syndicats auxquels on est associés métiers, on a participé à la charte de climat Syntec Ingénierie. On commence à être plus gros et du coup, on s'est intégré aussi dans la réglementation sur les audits énergétiques qui nous concernent. On a lancé un bilan carbone il y a 6 mois pour reprendre un peu sur les historiques 2019, 2020 et 2021, quel était notre impact. On a parlé de l'enquête QVT. On réalise aussi des journées de sensibilisation. Donc là, les dernières qui sont un peu significatives et qui impactaient pas mal de salariés, c'était Octobre Rose. On en a récemment reparlé du coup sur le cancer du sein. On a fait aussi avec le don du sang un challenge pour justement inciter les salariés aussi à participer à ce genre de choses. Un autre axe qui est finalement un axe dans notre ambition de projet d'entreprise, c'était aussi la digitalisation parce que finalement, ça crée d'autres aspects pour le quotidien des salariés. On a nos certifications qualité et sécurité, l'aspect environnement avec le tri des déchets. Il y a un aspect aussi santé avec la partie, aujourd'hui, certes, c'était souvent plus le cas pour les équipes chantier, mais on essaye aussi de le faire progresser pour les équipes bureaux. C'est tout ce qui va concerner les TMS et les gestes et postures. Il y a l'entretien de nos machines et faire qu'elles soient plus performantes aussi en termes d'environnement. Un autre aspect intéressant, ça fait pas mal d'années que c'est intégré finalement, c'est qu'on a beaucoup de nos ingénieurs qui participent à la formation dans pas mal d'instituts ou dans pas mal d'universités. Alors évidemment, il y a un intérêt pour nous parce que parfois on est dans des cursus sur lesquels on peut avoir des ingénieurs ou même d'autres salariés qui reviennent, mais parfois on le fait aussi dans d'autres corps de métier, souvent du BTP, parce que notre activité touche un peu tous ces métiers.
L'actionnariat salarié, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et puis, évolution oblige aussi des partenariats avec des systèmes crèches People and Baby pour que nos salariés, on l'a vu, se sentent un peu plus pris en compte dans l'ensemble de ces démarches. Et finalement, on voit qu'il y a beaucoup d'actions qui sont engagées. On constate une chose, c'est qu'elles ne sont pas identifiées comme RSE. On l'a vu, on a des clients qui sont de plus en plus exigeants avec nous, mais on a aussi beaucoup de salariés, et en particulier, on parlait des jeunes salariés qui, effectivement, quand on les recrute, nous disent tiens, on est passé sur votre page Internet et on a regardé qu'est-ce que vous faisiez sur ces domaines-là. L'autre élément qu'on voit, on n'a pas la même définition de la RSE. Donc ici, on est peut-être tous un peu concernés, on a la même définition, mais finalement, auprès de nos salariés, on se rend compte qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est que la RSE. Et nous, on commence à faire ce travail d'éducation, de sensibilisation sur qu'est-ce qu'on entend déjà de la définition de la RSE, puis comment nous, on l'intègre chez Géotech. Et c'est comme ça aussi qu'on va permettre aussi de les impliquer. Et puis après, là, je vous ai mis aussi quelques actions qu'on mène aujourd'hui. Donc souvent, ça, c'est des sujets qui sont en parallèle de ce qu'on vous a montré tout à l'heure sur la partie communication sur la fondation. Mais c'est des webinaires parce que nous, on est quand même assez éclatés sur pas mal de sites, que ce soit des flashs ou des causeries sur le thème. On a lancé là notre deuxième enquête QVT après celle de 2019. Et déjà, on peut critiquer nos manières de faire parce qu'en fait, la première enquête en 2019, certes, elle était juste avant le Covid, mais on a peu communiqué dessus et sur les actions derrière. Et donc là, on voit qu'il faut qu'on communique un peu mieux pour impliquer aussi les salariés à être un peu plus acteurs et se rendre compte que une enquête, ça nécessite aussi qu'on leur communique qu'est-ce qu'on fait derrière. Et simplement pour conclure sur ces deux sujets qui, a priori, sont distincts, en tout cas dans la manière dont on les présente, mais finalement, on voit qu'il y a quand même pas mal de liens. Chez nous, ce n'est pas une démarche récente sur le mécénat ou sur l'envie de faire certains sujets, mais la démarche récente aujourd'hui, c'est d'essayer de la structurer. Et alors, ce qui est amusant, c'est que nous, on s'est rapproché de France Qualité Performance suite à un webinaire il y a 6 mois, et on commence à peine à travailler avec eux, et en fait, on nous demande aujourd'hui de participer à présenter nos actions. Voilà. Et donc, l'idée, c'est quand même, nous, de continuer à nous structurer et de se faire un petit peu aider, de partager. Voilà. Et donc, si vous avez des questions, je serai à votre écoute. Merci. Eh bien, justement, merci pour cette intervention. Nous avons une nouvelle question de Pascal qui nous dit bravo pour le bilan carbone, d'autant plus au vu de votre secteur d'intervention. Votre bilan carbone jusqu'au scope 2, bien et classique, ou au scope 3, osé et encore plus engageant. C'est une question. Oui. À quel scope vous êtes en fait? Alors, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que le scope 3 est particulièrement compliqué à appréhender. Donc nous, comment on a construit notre bilan carbone? On s'est associé à une green tech qui s'appelle Greenly, qui a la particularité en fait de se servir de nos bilans financiers pour essayer de calculer notre impact carbone. Donc effectivement, ça permet relativement facilement de se donner un ordre d'idée, parce que ce n'est pas précis, c'est avec l'ADEME, il y a pas mal de calculs, de notre scope 1 et 2, en gros. Et le scope 3, on y rentre doucement et eux nous aident à le faire, mais on commence à attaquer plutôt sous l'aspect un peu salarié, donc impact autour de la vie de nos salariés, mais on n'est pas capable aujourd'hui, clairement, de diagnostiquer quel est notre impact sur le scope 3. Et je vous avoue, le bilan carbone, on l'a commencé en mai dernier, donc avec un retour sur 2 ans. J'imagine que dans 3, 4, 6 mois, je serai un peu plus à l'aise sur ce bilan. Nous, on l'a fait sur 3 ans parce que l'année 2020 est une année particulière. Effectivement, nous, on a un gros impact carbone parce que on a beaucoup d'engins de chantier, beaucoup de déplacements à gérer. Et l'idée de ce bilan carbone, certes, je suis d'accord, le scope 3 est intéressant, mais c'est aussi nous permettre d'orienter notre stratégie à leur développement durable en essayant d'intégrer nos contraintes. On consomme beaucoup de gazole, avec ce qui existe aussi sur le marché, parce que c'est une autre contrainte à intégrer, et aider la direction à trouver le juste milieu entre vouloir faire de l'environnement, c'est bien, s'adapter à la réalité et aux enjeux financiers aussi, et accompagner nos salariés pour qu'eux aussi soient acteurs. Parce qu'on se rend compte que
on a plein de gens qui ont des envies, mais souvent, ils attendent que l'entreprise fasse. Et donc, il faut réussir à mixer les deux entre, ben oui, on fait très bien, mais le salarié, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et le scope 3, on en est aux salariés, mais ils sont pas, enfin moi en tout cas, je le sens chez moi, ils ne sont pas encore prêts à changer toutes leurs pratiques alors qu'ils exigent que l'entreprise le fasse. Voilà. Ou en tout cas, ils veulent que ça aille plus vite que la musique. Merci beaucoup. Et on a une dernière question, toujours de Pascal, ce n'est pas une question piège, il le précise. Il aimerait avoir votre avis sur la RSE comme étant une posture plutôt innée pour des entreprises plutôt familiales, comme le témoignage qu'on a eu de Catherine de Mulot-Petit-Jean et puis votre témoignage pour Géotech. Et entre guillemets l'opposé par rapport à un outil qui serait plus marketing pour des entreprises plutôt comme Danone, Total ou BSA. Alors, je vais vous donner, là je vais parler un mélange entre mon expérience que j'avais vécue avant. Moi, je viens d'un groupe qui vient d'une filiale d'Engie. Donc, j'ai vécu avec un groupe qui était peut-être en avance sur ces sujets-là et qui communiquait beaucoup plus. Et puis, la vision que j'ai aujourd'hui chez Géotech. Un grand groupe a une obligation de se structurer à une vision très macro. Et donc, il y a des fois où ils sont obligés, je pense, de faire un petit peu de verdissement, mais pour que ça rentre dans toutes les strates. Même s'il y a un enjeu financier, il y a plein d'autres enjeux, image. Pour une société à taille plus humaine, effectivement, moi, je connais presque tous les salariés de l'entreprise. Mon patron, Olivier Barnou, les connaît quasiment. C'est plus facile pour lui d'impulser une démarche en se disant je la vis et je suis conscient parce que de toute façon c'est ma société, c'est la société entre guillemets de ma famille et donc on la développe. C'est forcément plus facile de toucher les gens avec une démarche plus réelle peut-être que celle d'un grand groupe où oui, on a un patron qui change peut-être tous les 3, 4, 5 ans avec un conseil d'administration qui peut basculer, on l'a vu chez Danone, plus rapidement que l'histoire du groupe. Donc je dirais que oui, Madame Petit-Jean en parlait tout à l'heure, elle incarne et elle lance la dynamique. Et chez nous, ça va être un peu pareil, c'est nos patrons, le père et le fils, qui impulsent ça, même au quotidien. Moi, je le vois, Olivier Barnou, il est présent. Et c'est lui qui, parfois, m'incite à faire certaines tâches en plus. Donc après, il faut qu'on arrive à diffuser cette volonté auprès de tous les salariés. Et du coup, c'est l'idée que nous, on veut se structurer parce qu'on commence à grossir à un niveau où on commence à avoir du mal maintenant à toucher tout le monde. Voilà, donc c'est comme ça que je ferai le comparaison avec la question de Pascal sur vision grand groupe que j'ai ressenti dans une filiale et acteur aujourd'hui avec Monsieur Barnou. Voilà. Très bien. En tout cas, Pascal vous remercie chaleureusement pour votre posture honnête et votre réponse. Merci. C'est pas le seul. Merci. Merci beaucoup, Fabien. Merci pour ce témoignage à la fois croisé sur la responsabilité sociétale et le mécénat. Et c'est intéressant aussi de voir l'évolution. Donc maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir la direction régionale Bourgogne-Franche-Comté de la Caisse d'épargne, donc avec Franck Moreau qui est responsable de la RSE, puis Nathalie Ramboise qui est la directrice de la communication. Bonjour, donc Franck. Oui, je vais commencer. Bonjour. Donc, on va s'appuyer sur ce qui a été dit depuis ce matin, entre autres par Corinne, qui a bien positionné, je dirais, le sujet en revenant sur les objectifs du développement durable, sur les 17 objectifs. En ce qui nous concerne, nous, la Caisse d'épargne, on peut aujourd'hui démontrer qu'on est vraiment engagé sur 12 objectifs de développement durable. Et je ferai un petit zoom particulièrement sur 2 d'entre eux, qui est à la fois la partie finance, on va dire la pédagogie de l'argent via le premier exemple, et le deuxième, c'est sur le côté, on va dire, solidaire vers les populations les plus fragiles. Pour, je dirais, avoir une image globale de ce que l'on fait en caisse d'épargne, je vais vous présenter un petit film qui permettra de répondre et de montrer, de démontrer ce que l'on fait sur l'ensemble de notre territoire, Bourgogne-Franche-Comté.
Excuse-moi, est-ce que c'est normal qu'il n'ait pas de son? Alors effectivement, de par notre taille et notre position régionale, 1700 collaborateurs, environ 200 points de vente, on va les appeler comme ça, 200 agences sur le territoire, forcément on a un acteur important dans l'économie régionale et nos actions, il faut aussi leur donner du sens. On n'est pas que sur le domaine financier, on peut aussi démontrer qu'on vient se positionner sur des actions sociales, environnementales et pas que économiques. Et on est aussi, du fait qu'on soit une grande entreprise, on a aussi des obligations réglementaires. Entre autres, on a parlé tout à l'heure du bilan carbone. Depuis 2008, nous réalisons annuellement un bilan carbone. On le met à jour tous les ans. Donc, on peut voir l'évolution estimée de notre impact au niveau du CO2. On réalise depuis 2015 des diagnostics énergétiques. Donc là encore, sur un parc immobilier qui est quand même conséquent, avec des obligations derrière de suivi. Et puis aussi l'obligation qui est, pour certains, vous trouverez ça fort sympathique, ce qu'on appelle le reporting RSE. Donc le côté, on va dire, rendre compte sur nos actions extra-financières, dont le mécénat, bien évidemment. Et donc ces obligations, on peut aussi les piloter et rechercher une cohérence en les anticipant avec les 17 objectifs de développement durable, bien évidemment, mais également, comme nous l'a présenté Corinne ce matin, on nous a présenté un schéma avec 7 pétales, on va dire, qui est simplement les orientations, les chapitres, voilà, peut être un peu vulgaire, de cette fameuse norme ISO 26000, qui est la référence dans le domaine du développement durable. Donc on s'appuie également sur ces outils-là qui permettent de structurer notre démarche, sachant qu'effectivement, une grande entreprise, mais comment irriguer ces thématiques dans l'ensemble des directions, l'ensemble des métiers. Et c'est vrai que ces outils-là nous permettent d'avoir cette cohérence. Le mot cohérence a son importance et de l'irriguer vers le plus grand nombre de collaborateurs. Alors après, je vais faire le choix de zoomer sur 2 thématiques qui sont un peu spécifiques à notre métier et à nos engagements, sachant que les sujets qui ont été développés ce matin, on est généralement positionné aussi sur ces thématiques-là et on est amené à faire des actions qui ressemblent en tout cas, qui démontrent aussi cet engagement sur le territoire. Le premier exemple, c'est le microcrédit. Alors aujourd'hui, on a une équipe de 2 personnes, on va dire détachées, 2 salariés détachés sur cette thématique, donc à temps plein pour promouvoir, pour accompagner des situations difficiles, on va dire comme ça, sur l'ensemble du territoire. Alors un microcrédit, c'est entre 3 000 et 5 000 euros de prêt vers des personnes qui cherchent à se réinsérer principalement dans le monde du travail et des personnes qui pourraient se tourner vers une banque, mais la banque traditionnelle ne financerait pas ce projet-là. Ce projet, ça peut être l'achat d'un véhicule automobile, scooter par exemple, ça peut être le financement d'un permis, ça peut être l'achat de quelques meubles pour pouvoir réintégrer un logement rapidement. On est dans l'urgence, on est dans des situations difficiles. Et là, la Caisse d'épargne, via ces structures qu'on appelle parcours confiance, les 2 mots ont leur importance, contribue à aider, à accompagner ces personnes en situation compliquée. Et globalement, aujourd'hui, la Caisse d'épargne accompagne une situation sur 2 sur son territoire. Donc, c'est quand même plutôt un effort conséquent et un positionnement intéressant, sachant qu'on travaille avec, comme vous voyez à l'écran, les Restos du Cœur, la Caisse solidaire à Besançon, on voit des structures qui sont en lien avec cette population en difficulté. Et nous, on est un des acteurs du dispositif, en définitive, on s'appuie sur ces partenaires et qui montent, entre guillemets, le dossier. Nos équipes instruisent et vont valider, parce que la validation, elle ne se fait pas d'une manière, on va dire, comme un banquier traditionnel. On regarde les revenus, on regarde
les dépenses, le reste à vivre. Et en commission, on va se réunir pour regarder effectivement si on est à même d'accompagner et puis d'arriver au bout, entre guillemets, de ne pas remettre en difficulté la personne, la situation. Donc, c'est vraiment un accompagnement au plus près du terrain, tout en travaillant avec le partenaire, type Prestauditeur ou IDAF. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce dispositif? Si un point qui est un petit peu innovant, je vous ai dit tout à l'heure pour financer les véhicules. Imaginez, je finance un véhicule d'occasion, ancien, du coup, et qui tombe à nouveau en panne. Donc, ça peut compliquer encore la situation de la personne. Et donc là, depuis 2 ans, avec des partenaires nationaux, hein, type Renault, entre autres, Total, pour la partie carburant, Renault Dacia, pour être vraiment précis, on finance également des véhicules neufs. Et donc, l'intérêt, là, c'est ça garantit, il y a une garantie, d'abord. Un véhicule neuf, en général, ça tombe un peu moins en panne qu'un véhicule d'occasion. Et l'idée, c'est de mettre dans la durée plus de chances et moins de difficultés dans le projet de cet achat de véhicules. Donc, c'est quelque chose qui est totalement innovant sur notre territoire. On est les seuls à proposer et ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Le deuxième sujet, finance et pédagogie. Là encore, le lien avec le mécénat, c'est que depuis une 60aine d'années, hein, les caisses d'épargne ont proposé cette structure nationale auquel l'ensemble des caisses d'épargne adhèrent. C'est toujours dans le domaine associatif. Hein. Et l'idée, c'est d'accompagner en amont de la difficulté des situations difficiles. Alors, on intervient principalement vers un public jeune, lycéens, étudiants. On intervient également dans des situations un peu plus compliquées. Ça peut être vers les CCAS, ça peut être des structures, le département, ça peut être, on a cette année signé quelques conventions, enfin pas mal de conventions, même 6 nouvelles conventions dans le domaine, par exemple avec la FRTP. Donc on rentre aussi dans le domaine entreprise, industrie et BTP, afin d'accompagner des salariés, et ça peut être des migrants entre autres, voilà, typiquement, sur cette thématique financière. Alors on est sur la gestion du budgétaire, on est sur on va dire le crédit, on est sur des thématiques vraiment, la relation aussi banque et clients, voilà, sur ces thématiques-là, pour arriver en amont de la difficulté. Et c'est ça l'objectif premier, c'est d'arriver en amont. Et donc cette personne, aujourd'hui on a une personne détachée donc, de la caisse d'épargne. En général, c'est quelqu'un, exemple, un ex-directeur d'agence, quelqu'un qui a une vraie connaissance du milieu bancaire et qui va à l'encontre d'un public en situation difficile pour accompagner. On a des supports. Jusqu'à présent, avant le Covid, pour faire un petit lien avec le Covid, on avait des supports qui étaient plutôt pour intervenir en présentiel. Et depuis cette période qui est un peu particulière, la grande majorité des supports, on est capable de les faire aujourd'hui en distanciel ou en présentiel, par exemple. Est-ce que je te laisse continuer, Nathalie, sur la partie purement mécénat? Si tu veux, pas de souci. Pas de souci. Donc, comme vous l'expliquait Franck, donc la politique mécénat de la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté est directement liée, hein, on l'a bien démontré toute la matinée, à la RSE. Hein, elle est totalement impliquée dans nos actions RSE. Alors, nous sommes, pour resituer peut-être juste quelques instants, la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, même si elle est probablement un peu connue quand même. On est une banque régionale et une banque mutualiste. Donc, on se différencie de ce fait-là de banque nationale, dans le sens où on n'intervient que sur notre territoire. Hein, ça, c'est très important. Et en plus, et vous le verrez tout à l'heure, j'y reviendrai, on a une partie de notre capital qui est détenue par nos clients. Et ça, ça change tout aussi, d'autant plus dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Ça a été souligné par les précédents intervenants ce matin. C'est vrai que le circuit court, le fait de savoir où vous consommez, où ont été achetés les produits, tout devient de plus en plus proche du consommateur. Et ça a de l'importance. Donc, nous, nos actions sont vraiment, alors que ce soit notre métier de base, hein, la banque, hein, qui consiste effectivement à soutenir les projets de la région. On est engagé sur les développements économiques et sociaux de notre territoire. Et donc, de ce fait-là, tous nos collaborateurs sont engagés dans cette démarche-là aussi. C'est ce qu'on communique aussi à nos clients sociétaires. Donc, de ce fait-là, il est important qu'on retrouve
ces valeurs-là et ces principes-là dans notre démarche RSE et donc dans notre accompagnement à travers le mécénat. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous et on le voit de plus en plus, on en a parlé aussi un petit peu ce matin, ce sont vraiment des éléments, on va être totalement transparent, la banque aujourd'hui et la banque de proximité, globalement, toutes les enseignes, elles ont aujourd'hui les mêmes produits. Et ce qui nous permet de nous différencier, ce sont typiquement nos engagements justement sur notre territoire et la manière dont on les fait vivre. Et c'est vraiment ça, notre image employeur, par exemple, on en parlait ce matin au niveau des jeunes recrues, mais la banque, très honnêtement, au niveau de ces métiers, malheureusement, ne fait plus rêver du tout. Donc, on a des difficultés à recruter parce qu'effectivement, dans les parcours à l'école notamment, voilà, on ne pousse plus les métiers bancaires comme des métiers nobles, je ne sais pas, mais toujours est-il que ça ne fait pas rêver. Et donc, ce qui nous permet d'attirer effectivement de jeunes talents chez nous, ce sont vraiment effectivement ces engagements-là, la manière dont on fait la banque en fait sur notre territoire et dont on choisit de le faire. Et pour autant, les caisses d'épargne, du coup, sont engagées depuis très très longtemps. Alors, on ne bat pas l'entreprise Mulot et Petitjean puisque nous n'avons que 202 ans. Hein. Nous n'avons que 202 ans, mais on est engagé dans ces actions depuis de très nombreuses années. Et donc, ça fait partie de notre ADN. Hein. Donc ça, c'est important. Donc, Franck a zoomé plus particulièrement sur notre rôle en matière d'inclusion bancaire, parce que c'est aussi ce qu'on sait faire de mieux. Hein. Donc, c'est là où on a le plus de compétences chez nous pour effectivement embarquer et servir notre région sur ces axes-là. Donc ça, c'est important. Bon, pour autant, on reste engagé aussi aux côtés d'acteurs et notamment de structures associatives et on souhaite soutenir un certain nombre de projets et vous l'avez bien compris, donc ce sont des projets qui forcément résonnent avec nos valeurs hein, et permettent effectivement de faire vivre le territoire. Alors, on a essayé, parce qu'on est tous un peu pareil, hein, il faut qu'on essaye de donner du sens un peu aussi à notre démarche. Donc, on a essayé de la traduire sur 3 axes, le culturel, l'éducatif et puis le sportif. Et nous, ce qui nous motive, c'est vraiment de mettre à l'honneur les talents que l'on a sur notre région. Je vous ai dit tout à l'heure que le fil de la Caisse d'épargne, c'est vraiment, enfin, de notre raison d'être, entre guillemets, c'est vraiment d'accompagner le développement économique et social de nos territoires. On sait qu'on est malheureusement une région qui ne fait pas partie des régions les plus dynamiques et les plus riches de France. Pour autant, il y a plein de très belles choses qui se font sur notre territoire et ces choses, ces projets, ils sont portés par des personnes. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a eu à cœur, effectivement, de mettre en avant. Donc, on a, pour vous illustrer un petit peu nos différentes actions, on a créé une galerie entrée libre dans le hall de notre siège principal. Donc, on accueille depuis 1999 des artistes. Donc, ce sont essentiellement des peintres, des sculpteurs ou des photographes. On en accueille 4 par an. Hein, donc, on leur donne en fait une vitrine pendant 3 mois. On leur offre un vernissage quand on peut. Hein, c'est un petit peu plus difficile dans la période actuelle. Et bien souvent, nous, notre satisfaction, elle est double. Elle est d'une part de donner une surface assez importante d'exposition, bien souvent à des artistes qui exposent seuls pour la première fois. Et puis, ça permet aussi à nos collaborateurs d'avoir accès à l'art, alors qu'ils n'iraient pas forcément pousser d'eux-mêmes la porte d'une galerie. Donc, l'enjeu est double. On a aussi mécéné la fabrication d'un violoncelle. Alors pareil, l'objectif c'était qu'il soit construit
fabriqué par un luthier de la région. Donc, c'est un luthier de Lyon, Roland Well, qui a fabriqué le violoncelle pour nous. Et nous mettons à disposition ce violoncelle pendant 2 ans à un ou une étudiante du conservatoire, pareil, alors conservatoire ou de Besançon ou de Dijon. C'est forcément un étudiant qui sort d'une école de notre région. Alors, on ne lui souhaite pas de faire sa carrière en région, parce que ça voudrait dire qu'il n'a pas su prendre toute son ampleur, mais pour autant, il est forcément issu d'une école de notre région. On soutient aussi d'ailleurs des salles, et notamment l'auditorium et l'espace des arts, qui eux aussi sont des révélateurs de talent à leur niveau. Donc ça, c'est pour la partie culturelle. Pour la partie éducative, on soutient des écoles qui, soit à travers des fondations, essentiellement à travers des fondations d'ailleurs, donnent accès à des élèves méritants qui ne pourraient pas s'offrir les frais de scolarité de certaines écoles, donc leur permettre effectivement de les accueillir. C'est le cas de la BSB, par exemple, à Dijon, c'est le cas de l'ESTA, une école d'ingénieurs à Belfort, qui effectivement permettent à des jeunes, du coup, donc on finance la fondation et la fondation prend en charge leurs frais de scolarité. On accompagne aussi les étudiants en situation de handicap par ce biais-là aussi, pour leur donner accès à des outils spécialisés et leur permettant de suivre des cours dans les mêmes conditions que tous les autres étudiants. Et puis, sur la partie sportive, je vais parler, alors on est engagé dans diverses actions sur le handisport notamment. J'ai parlé de notre dernière action, puisque le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, est engagé comme partenaire premium des JO Paris 2024. Et donc, à ce titre-là, la Caisse d'Épargne de Bourgogne-Franche-Comté a choisi de mécéner 7 athlètes de la région, encore une fois, issus de la région, et qui sont des athlètes espoirs. Donc, on passe par une fondation nationale, et c'est comme ça qu'on peut effectivement les mécéner. C'est bien du mécénat, hein, c'est pas du sponsoring, même si c'est du sportif, pour effectivement, et l'objectif, c'est de les aider financièrement, en fait, à pouvoir poursuivre leur engagement sportif, et nous l'espérons pouvoir effectivement être sélectionnés pour faire les JO de Paris 2024. Et parmi ces 7 athlètes, on a un athlète paralympique, et d'ailleurs il a été sélectionné lui pour faire Tokyo. Donc on était content pour lui, bien entendu. Donc on a effectivement des actions. D'ailleurs, on a aussi souhaité soutenir le breakdance, qui effectivement qui sera une nouvelle discipline aussi pour effectivement Paris, en 2024, qui sera une discipline olympique pour la première fois au JO de Paris 2024, parce que ça fait aussi partie des évolutions de la société, que d'accueillir aussi ces nouvelles tendances. Donc c'est important aussi. Donc on voit qu'effectivement, on soutient un certain nombre de choses. On essaye du mieux qu'on le peut d'embarquer nos collaborateurs aussi dans ces démarches-là. Et on s'est rendu compte il y a à peu près 3 ans que, alors oui, on communique sur ces sujets-là. Oui, on embarque nos collaborateurs le plus qu'on le peut. Alors, l'ensemble des collaborateurs ne se sent pas impliqués, mais on est de toute façon, avec 1700 collaborateurs, nous sommes représentatifs de la société. Donc, automatiquement, on embarque ceux qui le souhaitent. Géotech le disait tout à l'heure, vous aviez 50% de vos collaborateurs d'embarquer. C'est déjà pas mal du tout. C'est déjà pas mal du tout.
moi je trouve personnellement, parce que je ne suis pas convaincue qu'à l'échelle de la société aujourd'hui, le mécénat parle aussi, et les actions RSE plus généralement parlent à un Français sur deux. Je ne suis pas sûre encore qu'on en soit là. Donc, c'est très bien. Et puis, donc nous, notre sujet, c'était aussi d'embarquer nos clients, et notamment nos clients sociétaires, dans cette démarche pour aller un peu au bout de la démarche. Donc, en 2018, on a créé un fonds de dotation dont l'objet principal est la lutte contre tout type d'exclusion. Et en fait, on donne la main à nos sociétaires à travers leurs élus, qui sont des administrateurs, pour effectivement choisir des projets, encore une fois, de territoire, donc qui soutiennent entre 12 et 15 projets par an. Et là, ce sont vraiment eux qui font la sélection des projets qu'ils souhaitent soutenir. Voilà. Et on donne un thème chaque année. Cette année, c'était la culture pour tous. Voilà, la culture pour tous, parce qu'on sait que c'est un secteur qui a énormément souffert des 2 ans que nous venons de vivre. Et quand on a créé Avant, c'était l'aide aux aidants. Oui, et puis voilà. Donc une démarche qu'on a voulu la plus complète possible. On a encore plein de choses à faire, hein. C'est ça qui est bien en matière de RSE, c'est qu'en fait, on n'a jamais fini, hein. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire, et notamment pour structurer encore davantage effectivement cette démarche, et qui va faire pleinement partie aussi du prochain plan stratégique que nous sommes en train de construire pour les 3 années à venir. Donc voilà ce que tranquillement on pouvait vous dire sur la démarche de la Caisse d'épargne. Et nous avons une question pour vous. Alors, il y a une question de Véronique qui court, mais je pense qu'on va la garder pour la fin. Je pense que Corinne et puis Virginie vous ferez des suggestions dans ce sens. Et donc, question à vous deux. Bravo pour vos engagements locaux, notamment avec la place financière de BFC et l'implication dans l'économie sociale et solidaire. Pouvez-vous nous donner un regard prospectif sur l'économie régionale et les investissements vers le développement durable? Alors, oui, c'est une vaste question quand même. Je n'ai pas précisé, mais elle est toujours de notre ami Pascal. Pascal. Merci Pascal, vous avez vraiment été très assidu pendant toute l'émission. Alors, notre engagement vis-à-vis… Alors, la place financière, c'est un engagement qui n'est pas lié qu'à la Caisse d'épargne, hein, puisque c'est justement le propre de la place financière, c'est d'avoir embarqué tous les acteurs de la région qui peuvent permettre à un moment donné à une entreprise de venir s'installer sur notre territoire. Donc, il y a vraiment toutes les branches professionnelles sont représentées, donc y compris les banques. L'idée étant d'avoir à un seul endroit tous les interlocuteurs quand on veut venir s'installer dans la région. Donc ça effectivement, c'était un outil qui manquait cruellement à la région pour son dynamisme. Donc ça, c'est vrai. On est très engagé, mais encore une fois aussi historiquement, hein, dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Et ça fait vraiment partie de nos gènes. Moi, avant de prendre la direction de la communication, par exemple, j'avais en charge le marché de l'économie sociale et solidaire à la Caisse d'épargne. Donc, on voit aussi qu'à travers… l'avantage d'un grand groupe aussi, c'est qu'on peut exercer plusieurs métiers. Donc, les valeurs se perpétuent aussi de cette manière-là dans l'entreprise. Alors, la prospective sur effectivement le développement en matière de durable, hein, c'est ça le fond de la question. Je pense, alors je vais faire une réponse qui ne m'appartient qu'à moi, hein. Je n'engage pas la Caisse d'épargne sur la réponse. Je pense que notre région a pas mal d'atouts
aujourd'hui en la matière. Nous, on le voit à travers nos métiers, notamment sur tout ce qui touche à l'hydrogène, où on est vraiment fer de lance en la matière et on se positionne réellement comme ça. Donc ça, c'est très important. Tout ce qui est énergie renouvelable aussi, du coup, en découle. Hein. Nous, on finance aujourd'hui des parcs éoliens très régulièrement, alors avec tous les il y a toujours blanc, enfin, rien n'est toujours totalement blanc ou noir dans ce domaine. On finance aussi, on le voit de plus en plus, des parcs aussi solaires, des ombrières. Donc, on voit que véritablement, la région est engagée, mais quand je parle de la région, c'est au sens large de l'ensemble de ces acteurs économiques, est vraiment engagée dans une démarche beaucoup plus vertueuse qu'il y a quelques années sur ces sujets. Et j'espère que ça va se poursuivre. Il n'y a pas de raison et c'est peut-être aussi ce qui permettra à notre région de se développer, de retrouver un autre élan économique aussi. Et ça, c'est très bien. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi en innovation sur le côté véhicule autonome, aussi sur la région. Donc, on voit qu'on est vraiment engagé dans cette démarche et j'espère que ça va se poursuivre et que de plus en plus d'acteurs, d'ailleurs, intégreront ces actions et les soutiendront pour qu'on soit aussi reconnu sur cet aspect-là et plus uniquement par nos vins et notre gastronomie qui, elles, sont bien ancrées. Ces deux actions, ces deux secteurs d'activité sont très bien ancrés et pour autant, Catherine Petitjean le soulignait tout à l'heure, on est aussi très à la pointe de l'innovation sur ces sujets-là. Tu veux compléter, Franck? En complément, en chapeau, entre guillemets, la thématique que tu viens principalement de développer, c'est la transition énergétique. Oui. Un des axes du futur plan stratégique, ça va être de financer et être un acteur majeur dans la transition énergétique. C'est à la fois financer le particulier, les travaux de rénovation, d'isolation et compagnie, mais également les entreprises et des projets globaux de nouvelle énergie, je vais dire comme ça, d'énergie verte, entre guillemets. Et puis le deuxième thème, ça va être la finance durable, un sujet aussi, Corinne, que tu as abordé ce matin. On va voir très prochainement, et ça a commencé déjà à voir des produits bancaires évoluer vers plus de responsabilité, à la fois sur ce qu'on finance et ce qu'on embarque avec nous dans le projet de financement. Voilà, les deux grands thèmes verts, entre guillemets, liés à notre cœur de métier pour les mois et les prochaines années. Merci beaucoup, Nathalie et Franck. Merci pour votre intervention. Merci. Et peut-être, je vais vous poser les questions, Corinne et Virginie, donc de Véronique Gricourt. Donc, c'est 3 questions, les unes qui sont liées aux autres. Donc, pouvez-vous revenir sur la différence entre le mécénat et le sponsoring? Alors, peut-être qu'on n'aura pas forcément le temps, mais je pense que vous pourrez citer des références ou des sites internet pour trouver ces réponses. Le territoire d'intervention de ces actions de mécénat, donc je pense que c'est directement lié. Et enfin, la dernière question, c'est la thématique, autour de la thématique de la féminisation des filières industrielles, sujet potentiellement intéressant pour une action de mécénat, point d'interrogation. Sur les 3 questions, la différence sur le mécénat sponsoring, donc très rapidement, mais vous retrouverez toutes les informations sur le site du Club Entreprise et Mécénat. Le mécénat, c'est un don. Le sponsoring, c'est une charge de communication ciblée sponsoring. À la limite, on rajoutera sur le slide une présentation de ce qu'est le sponsoring. Les domaines d'intervention du mécénat, là, c'est pareil, on vous rajoutera, on l'a mis dans le slide, on est passé rapidement, c'est cité, c'est les domaines culturels, sportifs, social, environnemental, mais vous le retrouverez dans le support. La féminisation des filières techniques, c'est déjà fait, c'est déjà très pris en charge par le mécénat, puisqu'on a beaucoup de filières, de branches professionnelles qui ont créé leur fonds de dotation. Je pense par exemple à la LIUMM, pour soit permettre l'accès à leur entreprise et au poste, parce qu'ils ont un problème de recrutement. Alors, ça peut être du recrutement, un côté attractivité ou une féminisation. Donc, c'est vrai qu'on le fait dans du mécénat direct par rapport à des associations où carrément les branches professionnelles, pour être plus attractives, vont créer des fonds de dotation qui seront dédiés.
Voilà. Mais n'hésitez pas, que ce soit pour Corinne par rapport à FQP ou pour nous, hein, par rapport au club entreprise et mécénat, suivez vraiment nos réseaux sociaux et regardez nos sites parce qu'on essaie de mettre un maximum d'informations pour que vous puissiez, et puis des relais vers des sites relais. Là, je crois qu'on arrive à la conclusion. Oui. Oui, si tu peux dire quelques mots, donc simplement dire qu'on est à disposition, l'une ou l'autre, hein, donc soit Virginie, soit moi, pour apporter des éléments complémentaires. Notre idée, c'est d'apporter toutes les informations qui vous seraient utiles pour pouvoir avancer sur vos projets à la fois de RSE et de mécénat. Et voilà, donc j'en dirai pas plus parce qu'on a déjà débordé un petit peu donc, par rapport au timing qui a été prévu. En tout cas, il y a eu des beaux témoignages. Je tiens à remercier nos 3 entreprises témoins pour les informations complémentaires qui ont été apportées ce matin. Et je te laisse le mot de la fin. Merci Corinne. Oui, c'est vrai qu'on a préféré privilégier ces temps de témoignages et les réponses à vos questions. Donc évidemment, on remercie ces entreprises parce que c'est du temps, hein, c'est du temps de préparation, c'est du temps à disposition. Les organisateurs, alors du côté d'FQP, il y a Delphine, et puis du côté du club entreprise et mécénat, Léo Bonin, qui a pu prendre vos questions. Et puis c'est peut-être une dernière session qu'on anime avec Corinne, donc voilà, puisqu'elle va partir sur de nouveaux projets personnels, et donc ça a été vraiment un plaisir de travailler avec toi. C'est gentil, merci beaucoup. Donc voilà, donc je reste quand même, disons, à disposition, et la relève, disons, pour l'animation des actions RSE de FQP est assurée, et notamment donc par Delphine Richard, donc que tu viens de citer et qui est avec nous ce matin. Donc voilà, qui va prendre l'animation et le suivi de l'ensemble de nos programmes d'action concrets en lien avec la région, et Patricia, donc voilà, qui est intervenue en début de webinaire et qui soutient l'ensemble des actions en faveur de la RSE, donc avec une vingtaine de partenaires donc, sur l'ensemble de la région. Voilà. Et c'est vrai que le conseil régional soutient aussi le mécénat, soutient le club entreprise et mécénat. Le petit baromètre que vous avez vu, c'est vrai que c'est aussi grâce à leur soutien que nous avons pu faire notre émission télévisée le jour le 1er octobre, et puis d'avoir cette restitution, parce que le côté visuel est aussi important, et dans la diffusion. De votre côté, on vous remercie pour votre attention. Vous allez recevoir tous les documents, et puis on vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà. Je rajouterai sur Catherine, je n'ai pas eu le temps de vérifier avec Catherine, je demanderai si c'est bon. Je demanderai à Catherine Petit-Jean si ça